Alors, aujourd'hui, on va se faire la deuxième masterclass. Donc, la dernière fois, on a parlé d'apprendre de la perte. Et c'est pour ça que ça sera le chapitre 2. Apprendre de la perte, c'est bien. Mais trouver son modèle, c'est une question qui revient régulièrement. Et ça, trouver son modèle, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se demandent comment on le trouve et qui pensent au backtest. Mais il y a des choses que le backtest ne peut pas faire à votre place. Et ça va être la thématique du jour. Ok? Donc, premièrement, c'est une question que je vous pose. Vous documentez, mais concrètement, vous vous basez sur quoi lorsque vous documentez vos trades? J'attends les réponses dans le chat. Un journal, journal, notion, motion. Feuille et mémoire, ok, j'aime bien. D'accord. Parce que la feuille et la mémoire impliquent quelque chose d'un peu plus profond. Me poser des questions du style qu'est-ce que je pourrais améliorer, ça aussi j'aime bien. On avance. Alors, dans la première masterclass, on a appris à lire nos pertes. Mais en fait, là, on va apprendre à lire nos trades. Si je vous pose cette simple question, c'est quoi ton modèle? Normalement, certains d'entre vous vont être en mode bon, bah, c'est ICT 2022, c'est le breaker, c'est macro breaker, c'est ci, c'est ça. Mais concrètement, est-ce que c'est vraiment votre modèle? Ou est-ce que c'est un modèle que vous avez emprunté à quelqu'un? J'attends de voir un petit peu, alors dites-moi, selon vous, c'est quoi votre modèle? Alors je vous laisse mettre les réponses dans le chat. Euh, ok, donc modèle 2022, 2022, 2022, mais en agressif. Modèle OPR, très bien. En fait, en général, quand je pose cette question, on va me dire que le modèle, on l'a trouvé grâce au backtest. D'accord? Donc il y a tous ceux qui, comme vous, avez nommé la réponse parce que ma question était orientée. Mais si j'aurais posé une autre question, telle que comment avez-vous trouvé votre modèle, c'est soit je l'ai appris, soit pour les plus avancés, en général, c'est par le backtest. J'ai pris un modèle, ou j'ai pris trois quatre modèles différents, et je l'ai backtesté, et j'ai choisi celui qui me parlait le plus. Ok. Sauf qu'il y a un problème avec ça. C'est que la data, elle accumule, on l'accumule du moins, mais elle ne résonne pas avec notre cœur. Vous pourriez très bien backtester des supports et des résistances. Tout simple. Ou la théorie de dos. Dès qu'un haut est cassé, on peut entrer en position vu qu'on est dans la tendance, on est en continuation. Vous pourriez backtester et ça vous donne de super résultats, mais si vous êtes par exemple un contrarian et qu'à chaque fois qu'un haut est cassé, vous avez peur que le marché se retourne, vous n'arriverez pas à mettre un pied l'un devant l'autre parce que ça ne résonne pas avec vous. D'accord? Donc, ce que le backtest capture contre ce qu'il n'attrape jamais. Le backtest, il voit vos entrées, il voit vos sorties, il voit les résultats. Ce qu'il ne prend pas en compte, c'est votre état émotionnel, le contexte macro, donc géopolitique, annonces économiques, ces choses-là, qui ont impacté le marché au moment où le marché sur lequel vous êtes en train de backtester a bougé. En plus, on peut le voir souvent, justement en ce moment avec Trump et tout ce qu'il y a autour de l'Iran. Bah oui, si on commence à backtester et qu'on voit que le prix il a bougé de 120 points durant l'Asiat ou à des moments un peu aléatoires et qu'on commence à tirer des conclusions et qu'on n'a pas l'information que ah bah tiens il y a le tweet de Trump qui est sorti, il y a ci, il y a ça, bah ça sera compliqué. D'accord? Et dernier point, la clarté d'exécution. Si on backteste, on ne sait pas à quel point on aurait pu être dans un brouillard au moment de prendre cette position. Je reviens sur l'exemple de la théorie de dos, avec justement cette envie de toujours trouver ce point de retournement. Il faut être bien
capable de comprendre qu'au moment où vous êtes en train de backtester cette théorie, à aucun moment vous êtes en train de vous dire ah ouais non mais là ça aurait fait 4 jours, 5 jours que le prix il est en train de faire des plus hauts, je serais en train de me dire que ça va se retourner. Non. Vous seriez juste en train de constater que ah ouais bah ça continue de monter et là j'aurais pu prendre un trade en plus et là j'aurais pu encore et là j'aurais pu et j'aurais même pu pyramider tiens. Et là on commence à se faire des films, des montagnes sur tout ce qui aurait pu être fait. Mais c'est tellement loin de la réalité parce qu'il n'y a aucune clarté d'exécution lorsque l'on fait du backtest. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de comprendre. Et finalement, ce qu'on cherche, ce n'est pas ce qui marche. Vous l'avez compris, c'est ce qui vous ressemble, c'est ce qui te ressemble. Et ça, c'est vraiment ce qui va faire la différence entre je prends un modèle et je trouve mon modèle. Maintenant, ça c'est une question que je vais vous poser. Quel est le setup que tu reprendrais demain sans hésiter? Quel est le setup préféré? Quelles sont les conditions de marché que tu préfères qui fait que demain, sans hésiter, si tu les vois, tu cliques sur acheter ou sur vendre? Le modèle dans le modèle, ouais, j'aime bien. Il y a des time frames préférentiels, ok. Cassure de structure plus entrée IOF, on aime bien. Prise de liquidité en M15, création de market shift, ok. Un biais clair, une macro claire du coup, et toutes mes confirmations alignées avec une narrative puissante. Ok. J'aime bien aussi. Continuation avec IOF, suite du modèle 2022. Très bien, donc on aime bien la continuation ici. Mais impossible, car petit time frame. Alors, non, c'est pas impossible. Au contraire. J'y avais jamais pensé à cette question. Donc FVG qui casse le PR en macro TP sur RR3. Ah ouais, j'aime bien. Alex, tu projettes déjà le RR, t'as vu? Prise d'une session. Mais c'est intéressant, si vous regardez vous-même dans le chat, hein, on trouve des réponses très différentes alors que finalement vous utilisez tous les mêmes concepts. Vous avez les mêmes connaissances, vous avez les mêmes, je vais pas dire le même parcours, mais chacun d'entre vous sait qu'est-ce qu'un market shift, un IOF, ce genre de choses. Et pourtant on voit une pléthore de réponses. Sell side to buy side pendant la New York Open, ouais. Ça aussi, on adore. Mais c'est bien parce que juste là, dans les réponses, on voit que beaucoup d'entre vous avaient déjà des affinités avec des choses différentes. Et du coup, comme je le disais, dans la dernière masterclass, on a appris à catégoriser les pertes. Est-ce que vous vous souvenez comment on catégorise les pertes dans la dernière masterclass? Est-ce que ça vous parle? Celle qu'on a fait avec Mélanie et Nelly. Non. Ok, je vous donne un petit indice. Alors, perte logique et émotionnelle, oui, il y avait de ça. Ça me parle, mais je ne saurais sortir aucun mot. Alors, je vais avancer au prochain slide hein, qui va vous donner la réponse. Donc là, on va aller plus loin, on va tout catégoriser. Parce que on avait catégorisé par A, B, C. Et chaque lettre correspondait à un type de faute. Est-ce que c'était une faute de type technique? Est-ce que c'était une faute de type émotionnel? Ou par exemple, est-ce que c'était une faute liée à la connaissance, le manque de connaissance? Et encore une fois, c'était pas une manière de se juger, mais c'est une manière de voir ce que l'on fait. Pour se dire, ok, mon trade était un trade A, B ou C. Ou du moins la perte liée à mon trade. Ça vous parle si je vous le dis comme ça? Ah oui, voilà. Eh bien, là, on va venir catégoriser aussi, mais pas nos pertes, mais bien nos trades, notre vision de marché. C'est tous les trades
que vous avez forcé. Ça, en général, tu le sais déjà en entrant. Tu cliques à peine sur acheter ou sur vendre, t'es déjà... Comment dire? Émotionnellement, t'as déjà le cœur qui bat, t'as les mains moites, tu peux pas sortir tes yeux de l'écran, ranger ton téléphone dans ta poche, pour ceux qui sont au travail, hein, on vous voit. Hein. Niveau B, ce qui a marché, mais c'était un peu flou, donc lié généralement à l'impatience, contexte moins propre, on se base sur des stratégies qu'on vient de voir. Ah tiens, j'ai vu passer un message dans le Telegram, dans le School. Bon, j'essaye d'apprendre quelque chose de nouveau, je l'applique directement alors que je l'ai pas assez backtesté. Ah, je vais essayer de suivre le trade qui a été partagé par l'autre personne parce que j'ai confiance en lui, mais j'ai confiance en lui, mais je comprends pas ce qu'il prend, donc bah forcément c'est flou. Et ensuite, il y a, comme je disais juste avant, ce trade qu'on reprendrait sans hésiter parce que on a un contexte clair, on est calme et notre cadre est respecté à 100%. Et dans le A, finalement, vous retrouvez pas mal des informations, même si c'est très court, hein, mais vous retrouvez pas mal de ces informations que vous avez suggérées déjà. Alors, lorsque l'on classe uniquement par résultat, c'est renforcer le hasard. Et là, c'est là où, je l'avais déjà dit la dernière fois, mais des journaux de trading comme là font à mes yeux du mauvais travail, car on va juste vous dire, là vous avez raison, là vous avez tort. Là vous avez raison, pourquoi? Parce que le trade il est bon. Là vous avez tort, pourquoi? Parce que le trade il est mauvais. Mais ça veut tout et rien dire. Ça veut absolument tout et rien dire. Vous pourriez prendre 10 trades à pile ou face qui par chance vont passer, 3 trades bien analysés mais qui ne passent pas, et on va vous dire ouais bah continue de faire le pile ou face parce que c'est à pile ou face que t'es le meilleur. Non, c'est pas comme ça qu'on devient compétent. Tout ce genre d'approche où on va juste documenter pour documenter et on ne relie pas sa data, on ne relie pas ses notes, et encore pire aujourd'hui, on le fait analyser par l'IA qui va tirer des conclusions à partir juste de résultats. Après, vous me direz, il faut bien se baser sur quelque chose. Et je suis d'accord, c'est mieux que rien. C'est mieux que rien. Mais si on se base uniquement sur les résultats, bah, on se retrouve à être enfermé dans quelque chose qui ne nous plaît pas. Je vais faire un parallèle avec l'entrepreneuriat. Je vais même faire un parallèle avec ce que j'avais vécu, ce que j'avais vu à l'époque en 2022 quand je travaillais chez Future Infinity. Je donnais mes lives, donc 2021-2022, je donnais à peu près 5 lives par semaine. Et de temps en temps, j'avais des sursauts dans le nombre de personnes qui se présentent au live et tout. Et l'écho que j'avais, c'était ah non, mais on m'a dit de me concentrer sur le marketing et que je me concentrerai sur le trading plus tard. Pourquoi? Et comment, la question en vrai, c'est comment est-ce qu'une personne qui vient pour du trading réussit à se laisser embarquer dans cette aventure de marketing relationnel qu'il ne voulait pas à la base? Parce que certains viennent pour ça, et tant mieux en fait, parce qu'il en faut. Mais comment est-ce que certains groupes, certaines équipes réussissaient à enfermer leurs membres dans le marketing? Parce qu'on allait leur mettre une chose en avant. Le trading, ça va te prendre du temps. Compte 2-3 ans avant de devenir rentable, avant de pouvoir commencer à te faire tes gains, à vivre ta vie. C'est ce qu'on va te dire. Et on va te dire quoi? Mais écoute, regarde, si tu commences par le marketing aujourd'hui, peut-être là, à la fin du mois, tu commenceras déjà à mettre un petit peu d'argent de côté. Et avec l'argent que tu mettras de côté, tu pourras te concentrer sur ton trading. Ok. Vous connaissez hein, la carotte et l'âne. Et pourquoi je fais ce parallèle-là? Parce que quand on se concentre uniquement sur ce qui marche à court terme, on oublie l'essentiel. On oublie que
on se lance dans cette activité pour trouver quelque chose qui nous correspond. Oui, on veut que ça nous fasse vivre, mais on veut apprécier ce que l'on fait. On veut comprendre ce que l'on fait. Et tant que l'on se concentre uniquement sur la performance et le résultat à court terme, nous sommes dans l'incapacité permanente de mettre un pied devant l'autre. Vraiment. On ne peut pas avancer si on ne se concentre que sur les mauvaises choses. Et du coup, je reviens à cette phrase. Classer par résultat, c'est renforcer le hasard. C'est renforcer le hasard que vous allez trouver votre voie. C'est renforcer le hasard que ça va marcher un jour. Combien ont abandonné avant de trouver leur vraie voie? Combien se sont lancés dans le trading et ont commencé par l'intraday parce que c'est ce qu'ils ont appris dans leur premier live, dans leur premier cursus, dans leur premier truc, alors que ce qu'il leur fallait finalement c'était soit du scalping, soit du swing trading avec du trading à long terme qui leur permettent de se concentrer sur leur vie au jour le jour. En fait, posez-vous cette question. Par exemple, du côté de Reborn, aujourd'hui on a 130 membres, ok. Du côté du school, on a 200 membres, d'accord. Combien, en pourcentage, combien de personnes c'est vraiment choisi un style de trading en fonction de sa vie et pas en fonction de ce qu'il a vu à gauche ou à droite, selon vous, en pourcentage. 10% pour toi, on choisit en conscience. C'est en cours, monsieur. 10%, 40%, 15%, 1 à 5%. Ok. Moi, je pense, après c'est une stat au doigt mouillé, hein. Si 5% ont choisi un style de trading en se basant sur une réflexion de leur vie personnelle et de leurs préférences, c'est déjà bien. Pourquoi? Parce qu'en général, ce style-là, il a l'air de marcher, bah tu sais quoi, je vais apprendre ce style-là. Ce mentor, il a l'air de mieux marcher, je vais apprendre le style de mon mentor. Je vais apprendre ce style. Il suffit de le voir même avec ICT. En 2022, où il se concentre sur le Nasdaq, 95% des traders ICT tradent le Forex. Depuis qu'il fait des cours sur le Nasdaq, 95% tradent les indices. Pas parce que les méthodes ont changé, mais parce qu'ils ont appris sur un actif. Finalement, ils n'ont pas choisi en fonction de leur préférence, ils ont choisi en fonction de ce qu'ils ont vu. Je me souviens, pareil, quand je faisais des lives avec beaucoup de personnes, il suffisait qu'il y ait beaucoup de performances sur l'or, que ce soit à travers d'un canal de signaux, quelque chose. J'avais beaucoup de personnes qui voulaient s'intéresser à l'or. Il suffisait que Arnaud trade le Dow Jones, j'avais des gens qui s'intéressaient au Dow Jones. Il trade le S&P, ça s'intéresse au S&P. Et tu vois, depuis que je fais le SMC, je m'adapte au trading. Il m'est impossible de l'adapter à ma vie. Et pourtant, je ne connais pas un style de trading qui s'adapte mieux à la vie de chaque personne que la smart money. Tu peux trader l'asiatique, tu peux trader la London, tu peux trader la New York AM, tu peux trader la New York PM, tu peux scalper, tu peux swinger, tu peux faire du position, tu peux faire de l'investissement. Tout ça avec les mêmes bases d'analyse technique. Et oui, et comme tu le dis Delphine, au début c'est normal. Tu ne sais pas comment faire et tu suis les autres. Et c'est bien ça le point. On va suivre les autres, mais il y a un moment où on est obligé d'avoir une remise en question. On doit le faire. Parce que sinon on va rester bridé, avec un plafond de verre. Je vais prendre 2 exemples différents. Prenons Paul et prenons Louis. 2 de mes élèves qui ont commencé à peu près en même temps et qui ont à peu près le même âge. Donc 21 ans là, il me semble que les 2 ont commencé à 18 ans. Et bien, pour la faire simple, Paul a trouvé, s'est épanoui grâce aux propres firmes et il a cramé ses ailes, entre guillemets, quand
il a voulu aller en compte propre. Ok. Et donc pour lui, le chemin, c'est de revenir à la propre firme pour rebâtir. Tandis que Louis a fait l'inverse. Il a cramé en propre firme. Derrière, il repart en compte propre. Et en compte propre, il explose. Et quand il réessaye un peu de propre firme, il se sent limité. Et c'est des murs. Et du coup, j'en ai un qui a fait des dizaines de milliers d'euros en propre firme, l'autre qui a fait des dizaines de milliers d'euros en compte propre. Tout ça avec la même base, avec le même cours, avec la même formation. Mais vous n'imaginez pas le temps qu'il leur a fallu pour chacun comprendre que ok, moi c'est ça qu'il me faut. Et là, j'entre même pas dans le modèle. J'entre vraiment dans le ok, c'est ce qu'il faut par rapport à ma vie. Parce que bien évidemment, les deux ont des vies très différentes. Malgré qu'ils aient le même âge et les mêmes ambitions. Ok. Donc c'est ça le point. Donc, un trade gagnant mal exécuté, ça peut être du C. Un trade perdant bien structuré, ça peut être du A. Mais l'idée, là, c'est bien de comprendre, on revient sur la phrase d'avant, quelle configuration je serais prêt à reprendre si elle se représentait de la même manière. Quel est le trade qui vibre le plus avec moi-même? Et du coup, il y a cette catégorie de trader qu'on appelle le break-even trader. C'est une personne qui va traiter ses trades A+, et ses trades de niveau C de la même façon. Donc, une personne qui trade ses A+, comme ses C, de la même manière, bah, il ne peut pas avancer, il ne peut pas choisir « Ah bah tiens, ça me correspond, ça me correspond pas ». Ça marche pas du tout. D'accord? Donc, une personne rentable, c'est une personne qui va savoir attendre ses modèles A+, qui va savoir comment réduire ses B et éliminer tous les trades qui tombent dans le C. Et finalement, c'est pas la stratégie qui a changé, c'est la manière de trier comment est-ce qu'on choisit ses entrées. Et donc, si on revient sur le backtest, avoir un équilibre entre 30 à 50 trades classifiés, là, ça vous permettra de comprendre quelle variante commence à sortir du lot. Encore une fois, c'est pas un début, c'est une conclusion. Est-ce que vous avez des idées de variantes pour le modèle ICT 2022? Normalement, c'est la base, tout le monde connaît. Est-ce que vous pouvez me donner des variantes dans le chat? Pour te répondre, Flavien, ils ont trouvé eux-mêmes. Moi, je les ai guidés de loin, au travers la réflexion, au travers les échanges. Mais le vrai travail, c'est eux. Et de temps en temps, ils m'appellent, ouais, Brice, je traverse telle situation, qu'est-ce que t'en penses? On parle, tac, ils se remotivent, on travaille. Boum. Ok, donc, attendre un retour premium discount. Ok. Prise de liquidité ou market shift. Oui, c'est deux variantes différentes. Sweep si tu prends une liquidité externe en M1 ou vrai setup ICT 2022. Ouais. Est-ce que vous avez d'autres variantes en tête? Je me demande si j'ai toujours... Ok, en fait, ton modèle, il ne se choisit pas. En réalité, ton modèle, il ne devrait pas être choisi. Il va émerger. Prenons deux traders ICT, même cadre, modèle ICT 2022. L'un entre dès le retour, donc après le market shift, l'autre entre dès le retour dans la première imbalance, l'autre attend toujours systématiquement un retour au-dessus des 50% de retracement. Aucun n'a réellement décidé en mode oui, non, moi je vais attendre que les 50% parce que c'est comme ça. Ok? Non. Ils ont tenté. Il y en a un qui va s'être cassé les dents trop de fois en entrant trop tôt dans le trade. Et il se dit, bon bah écoute, moi je préfère attendre que ça remonte au-delà des 50%, comme ça j'ai des plus petits drawdowns et je me sens mieux dans le trade. Et l'autre se dit, ouais mais moi en fait je m'en fiche de la taille de mon drawdown, j'ai envie d'être dans la continuité du mouvement et si on revient que de 25%
dans ma jambe de prix, bah ça me va. Et boum, là on a deux variantes. D'autres vont se dire, bon bah moi je préfère attendre que ça revienne à l'order block d'origine, que ça couvre tout le déséquilibre, sinon je prends pas le trade. D'autres vont se dire, bah moi je vais entrer sur le breaker qui s'est formé au travers du market shift. D'autres vont se dire, moi je préfère le BPR. Et là, à partir d'un seul modèle ICT 2022, je viens de vous énumérer 5 variantes qui se jouent dans les derniers moments. Sixième variante, pourquoi pas? J'attends que mon modèle soit fait, je descends de time frame, j'ai un modèle dans le modèle. Tout ça, c'est des préférences qui se basent sur un même modèle. D'accord? Donc, je reviens à ce que je disais. Ton modèle ne se choisit pas, il sort du lot tout seul. À force de documenter, tu verras quelles approches t'ont naturellement amené vers des A, vers des C et vers des B. Pas celles que tu pensais, celles que tes notes confirment. Et encore une fois, un A pour vous sera peut-être un B pour votre voisin. C'est quelque chose de personnel. Comment vous vous sentez par rapport. Parce que un trade qui passe, mais à chaque fois que vous le preniez, vous avez des haut le cœur et des palpitations, ça sera jamais un A. Ça sert à quoi de forcer des trades qui vous mettent dans un inconfort permanent? C'est pas pour vous. Laissez ça à un autre. Tout à l'heure, je voyais passer un message de mail qui disait Samy, il aime renforcer dans le négatif. Elle aime renforcer dans le positif. Deux approches différentes. C'est pas pour dire laquelle est la meilleure, hein. C'est pas l'idée. Bon, si je dois mettre ma petite pièce, je vous dirais il est bien de renforcer un trade gagnant. C'est ce qui est appris dans le livre Best Loser Best Wins, où il disait que selon les institutions, quand ils regardent le compte des traders, les traders qui ont tendance à ajouter des lots quand les trades sont perdants finissent systématiquement par cramer leur compte. Ok. Mais, contrebalançons. Ça ne veut pas dire que ce trader fera moins d'argent sur 10 ans. Ça veut juste dire que son compte va tenir moins longtemps, mais il aura certainement aussi eu l'argent, mis de côté l'argent pour pouvoir rouvrir des comptes derrière. Ok? En fait, il faut juste savoir avec quoi vous êtes à l'aise. Si je prends par exemple Arnaud, bah Arnaud, si vous regardez bien quand il trade, il a tendance à renforcer les perdants. Alors, il va pas le faire au point de cramer son compte. Mais lui, son approche, son agressivité naturelle va lui dire, ok, quand je me rapproche de mon stop loss, c'est là où je vais renforcer. Pourquoi? Parce que plus je suis près de mon stop et je renforce, bah mon renfort me coûtera moins que si je rajoute par exemple 3 mini sur un trade qui est déjà parti. Ce qui va diminuer, qui va faire énormément baisser mon point d'entrée. Alors, petite seconde. On y était presque. Il y avait presque le feu. Bon, on arrive à la fin donc, de notre masterclass et je veux que vous reteniez cet exercice. 30. Une phrase. Cette phrase, c'est pourquoi ce trade mérite cette note. D'accord? Vous allez noter chaque trade, donc les classifier, en lui attribuant une lettre et le justifier. Puis, d'ici 2 semaines, vous relisez votre note et vous voulez supprimer tout ce qui entre dans le C. On réduit les B, on se concentre sur les A. D'accord? 30 trades, une lettre, une phrase. Et c'est tout ce qu'il faut pour commencer à y voir